Bonjour à tous, je vous invite à vous asseoir. Bienvenue au Centre Pierre Mendès France pour cette 4e édition des conférences Spectre et Innovation de l'Agence nationale des fréquences. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le principe, je vous le rappelle un petit peu. L'idée, c'est de réunir à la fois des acteurs directs et indirects du spectre autour de thèmes liés au service. Et l'objectif, ça va être de sensibiliser en fait un public large de professionnels du numérique aux enjeux des fréquences radioélectriques. Alors, cette année, la NFR veut se placer dans une démarche de prospective parce que l'idée, c'est on voit que l'arrivée de nouvelles technologies s'accélère, qu'il y a un impact sur nos usages au quotidien, mais aussi sur la gestion du spectre. Donc il était temps de se questionner, de définir ces nouveaux besoins et surtout de commencer à fixer de nouvelles stratégies. Donc pour cela, on va avoir une première table ronde lors de cette matinée qui sera centrée sur la 5G. Alors on va voir quelles sont les grandes orientations stratégiques qui commencent à se dessiner, mais aussi quels sont les besoins et est-ce que la France et l'Europe sont bien placées dans cette course à la 5G qui commence dès maintenant. Ensuite, on aura une deuxième table ronde qui sera, elle, focalisée sur la transformation numérique des entreprises et les besoins en termes de fréquences. Donc, vous l'aurez compris, le programme est assez ambitieux et riche. Je vais vous accompagner tout au long de cette matinée jusqu'à 13h. Et en attendant, je vais laisser la parole à Gilles Brégan, le directeur général de la NFR, qui va nous faire un point sur l'actualité de l'agence. Merci Amélie. Bonjour à toutes et à tous. Et donc bienvenue au ministère de l'économie dans cette salle Pierre Mendès France qui accueille pour la 4e fois la conférence Spectre et Innovation de la NFR. Je remercie Madame la ministre Axelle Lemaire pour le soutien qu'elle apporte à l'agence dans l'accomplissement de ses missions et à ce cycle de conférences. Je la remercie également d'avoir mis à disposition ce centre de conférences pour la tenue de l'événement aujourd'hui, mais je suis au regret de devoir vous annoncer que Madame la ministre ne pourra pas intervenir ce matin et nous prie de bien vouloir l'en excuser. Spectre et Innovation, c'est désormais un rendez-vous annuel organisé par l'agence et l'occasion de réunir les acteurs et les usagers du spectre autour de sujets liés aux services afin de rendre plus tangibles les enjeux des fréquences dans ce monde sans fil qui est devenu notre quotidien. Il s'agit également de mettre en valeur cette ressource rare, stratégique, qui relève du domaine public, le spectre. Les pouvoirs publics jouent un rôle essentiel pour permettre au plus grand nombre d'y accéder, car l'accès au spectre, c'est l'une des clés de l'avenir, puisque cela signifie l'accès instantané à tout le potentiel de l'économie numérique. Spectre et Innovation 2015 s'était tenu quelques jours à peine après la fin de la conférence mondiale des radiocommunications, la fameuse CMR, organisée comme tous les 4 ans par l'Union internationale des télécommunications. Et donc je salue le directeur des radiocommunications, François Rancy, qui nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui. L'agence y avait défendu les positions françaises dans de nombreux domaines. Le haut débit mobile, le suivi mondial des vols, l'audiovisuel, les systèmes de transport intelligents, la recherche, les satellites. Depuis, nous avons, en 2016, décliné les orientations de la CMR dans notre tableau national de répartition des bandes de fréquences et entamé la préparation de la prochaine CMR qui est attendue, elle, en 2019. Nous avons aussi entrepris 3 chantiers importants que j'aimerais évoquer avec vous ce matin. Premier chantier, la réallocation de la bande 700 MHz. Deuxième chantier, le maintien du signal horaire sur les grandes ondes. Et troisième chantier, le renforcement de notre action en matière d'innovation. La bande 700. La bande 700, elle est utilisée en France par la télévision depuis plus de 50 ans. Ce sont les canaux 49 à 60. Elle a commencé cette année son transfert, sa longue marche, vers les opérateurs mobiles et la 4G. Dans ce grand projet national, plusieurs missions ont été dévolues à l'agence. La coordination des fréquences aux frontières, c'est une mission traditionnelle. La protection de la réception de la TNT dans tous les foyers, c'est une mission que l'agence assure depuis plusieurs années pour les téléspectateurs que nous sommes tous. L'allocation des aides de l'État aux particuliers et la communication aux professionnels, aux élus, mais aussi au grand public. C'est une mission tout à fait novatrice pour l'agence. Tout cela s'est concrétisé par une première étape tout à fait cruciale, le passage de la TNT à la HD en une seule nuit,
de toute la France métropolitaine le 5 avril dernier. Je remercie l'ensemble des acteurs qui ont contribué au succès de cette opération, dont beaucoup sont dans la salle ce matin. L'agence a aussi mis sur pied une campagne d'information efficace en s'adressant à tous et en multipliant les supports, spots télé, presse ou encore médias numériques. La notoriété de l'opération a atteint 97%, ce qui est tout à fait exceptionnel et qui dépasse très largement tous les produits de consommation courante. 10,5 millions d'équipements ont été vendus à cette occasion. 91% des foyers recevant la télévision par l'antenne râteau ont même considéré que le passage à la TNT HD s'était finalement fait facilement. L'agence a eu l'honneur de recevoir 2 prix publicitaires pour cette campagne, ce qui est assez inattendu, et c'est d'ailleurs le seul moment où finalement l'agence des fréquences s'est retrouvée avec beaucoup d'agences de publicité, et tout le monde s'appelait agence, c'était assez fascinant. Elle a distribué à cette occasion 50 000 aides aux téléspectateurs et organisé presque autant d'interventions d'agents de la Poste auprès des personnes âgées. Ce grand projet n'est pas terminé. La NFR va ouvrir dans les tout prochains jours l'aide destinée aux propriétaires de micros sans fil qui pourraient ne plus fonctionner avec la réallocation de la bande 700. Puis les réaménagements régionaux reprendront en octobre 2017 et se poursuivront jusqu'en 2019, date à laquelle toute la bande 700 sera à la disposition des opérateurs mobiles, mais aussi permettra de nouveaux services pour assurer la sécurité de nos concitoyens, avec le ministère de l'Intérieur. La NFR poursuivra pendant toutes ces années sa mission auprès des foyers pour faciliter cette transition. Elle sait qu'elle peut compter sur le soutien et la collaboration du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ainsi que de tous les acteurs publics ou privés. Deuxième chantier, un peu plus inattendu, le signal horaire sur les grandes ondes. Ça concerne aussi de nombreuses personnes dans la salle. L'agence a récemment été mobilisée pour organiser le maintien des signaux horaires depuis le site d'Allouy, au centre de la France, après l'arrêt annoncé, d'ailleurs répété régulièrement depuis quelques jours sur les ondes, des émissions de France Inter en grandes ondes. France Inter Grandes Ondes s'arrêtera à la fin de l'année. Comme l'a titré un journal, c'est la fin d'une époque. Mais ce service utilise aussi, ces grandes ondes diffusaient aussi un service horaire invisible, inaudible, à partir d'horloges ultra précises maintenues par le Laboratoire national d'essai, qui assure moins d'une seconde d'erreur en 1 million d'années. Ces signaux permettent d'accéder à l'heure légale française et à synchroniser les horloges et de multiples appareils. On comprend aisément l'importance de ce service pour de nombreuses activités industrielles qui exigent une grande fiabilité. Transport d'électricité, transport aérien, transport ferroviaire. Voilà quelques domaines dans lesquels l'exactitude joue un rôle crucial. L'agence agira donc pour le compte du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, qui regroupe l'essentiel des usagers de ce service, pour permettre de poursuivre la mission. Nous aurons besoin de vous tous pour régler la puissance de cette diffusion et ses modalités de fonctionnement. Et nous ferons appel à vous au début de l'année pour régler ensemble les caractéristiques de ce signal pour que tout continue à fonctionner malgré le silence de France Inter. Je remercie donc l'ensemble de nos partenaires dans ce nouveau projet qui nous permettront dans quelques jours d'assurer ce service stratégique, en particulier TDF, mais aussi la Chambre française d'horlogerie et de microtechnique et le Laboratoire national d'essai. Alors, diffuser le temps peut donner une impression d'éternité. Pourtant, l'agence est encore jeune. Alors, je saisis l'occasion pour vous rappeler qu'en 2017, l'agence fêtera ses 20 ans d'existence. Créée par la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, l'agence a vu ses missions se diversifier au fur et à mesure des évolutions technologiques ou économiques qui ont sollicité le spectre hertzien. Donc, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour le 16 janvier prochain, lors des vœux de l'agence, pour fêter ces 20 années d'activité avec nous. Passons maintenant au troisième et dernier chantier, l'innovation. Ce cycle de conférences s'intitule « Spectre et innovation ». Pourquoi ? Parce que finalement, le moteur de l'évolution du spectre, c'est une sorte de baguette magique qui nous permet de loger de plus en plus de services dans cet espace fini et un peu confiné qu'est le spectre électromagnétique. Cette baguette magique, c'est l'innovation. Mais si l'innovation sert à animer le spectre et à le faire vivre, c'est aussi assez logique que l'innovation anime la gestion du spectre, donc l'agence. Donc l'agence s'applique aussi à elle-même l'innovation qu'elle promeut dans le spectre. Elle a décidé d'intensifier, l'agence, son action au service de l'innovation et de la modernisation des politiques publiques en matière numérique. L'ouverture de nos données, de nos bases de données, a été une première étape. Cette année, 3 projets présentés par la NFR ont été distingués dans le cadre de l'appel à projet « Industrialisation de la mise à disposition de données ouvertes ».
C'est aussi en 2016 que l'agence a organisé son premier hackathon afin d'encourager la réutilisation de ces bases de données pour irriguer l'économie et la société. Pendant un week-end, spécialistes des données, développeurs, graphistes, cartographes ont conçu des applications à partir des jeux de données de l'agence. Le succès de la manifestation a été tel que, je vous l'annonce, nous sommes en train de préparer notre prochain hackathon pour 2017. Dans le sillage du hackathon, l'agence a approfondi ses démarches d'open data. Et ça constitue une deuxième étape. Nous sommes en train de créer notre Data Lab, qui est une structure qui sera force de proposition pour les métiers de l'agence, mais aussi pour la gouvernance des données. L'idée est d'en extraire plus de valeur de nos bases et de susciter la création d'applications innovantes, utiles aussi bien au grand public qu'à nos propres missions. Et je pense en particulier à la mission de protection de l'exposition du public et à celle aussi de contrôle du spectre. Nous avons choisi de créer une interface qui liera l'agence avec des startups innovantes pour stimuler l'innovation. Troisième étape, la conception du premier plan stratégique présentant les orientations attendues dans la gestion du spectre pour la prochaine décennie. Le spectre est désormais bien encombré et il n'est plus aussi simple qu'auparavant de faire de la place rapidement pour tel ou tel nouveau service sans initier d'importants travaux d'infrastructure. Il faut les annoncer pour qu'ils recueillent la pleine adhésion de tous, parce qu'aujourd'hui, les évolutions du spectre impactent beaucoup plus de monde dans la population. Mais je vous en dirai plus en début de seconde partie de la conférence en vous présentant la consultation du plan stratégique. Quelques mots rapidement sur le programme qu'a présenté Amélie Charnet et que nous allons parcourir ce matin. Donc, les conférences Spectre et Innovation tentent effectivement de mettre en valeur des services qui sont possibles grâce au spectre. L'agence a été la première, je crois, à lancer le thème dans les conférences gouvernementales d'Internet des objets en 2013. On a parlé des transports, on a parlé de tous les sujets que les fréquences font découvrir un peu en avance, puisque les gestionnaires des fréquences voient apparaître les sujets avant ceux qui construisent les infrastructures, puisqu'on dégage la place pour construire les infrastructures grâce aux fréquences. Et donc cette année, les deux sujets sont la 5G et la transformation numérique des entreprises, qui sont aussi des sujets dans lesquels les fréquences sont vraiment centrales. Nous accueillerons bientôt François Rancy pour sa présentation liminaire consacrée au cadre mondial de la 5G, avant les deux tables rondes. La première, donc en route pour la 5G. Quelles orientations privilégier pour quels besoins? Pourquoi la 5G? Bon, la 5G, c'est un sujet qui est plus classique dans les conférences aujourd'hui, mais en fait, l'important pour nous, c'est que la 5G, ce n'est pas un sujet du futur. La 5G n'est pas un sujet pour 2020, comme on l'annonce, pour la mise en place. La 5G, pour les fréquenciers, c'est un sujet d'aujourd'hui. C'est maintenant que la 5G est en train de se décider en termes de fréquence. Donc, c'est un sujet de pleine actualité. Ensuite, on pourra également écouter Philippe Marnic, qui est le président du RSPG, le Radio Spectrum Policy Group, qui conseille la Commission européenne pour la gestion du spectre. C'est un sujet qui est important, puisqu'en réalité, les fréquences ne connaissent pas les frontières. C'est pourtant les États qui les gèrent. Les fréquences sont une prérogative des États. Donc la coopération entre États est extrêmement importante, et tout particulièrement dans l'Union européenne. Donc Philippe nous présentera les priorités des agences du spectre en Europe pour s'assurer que les activités innovantes disposent et disposeront des ressources nécessaires à leur croissance. Puis bon, l'innovation étant l'affaire de tous, je vous présenterai notre consultation pour l'élaboration du plan stratégique de l'agence qui nous permettra d'avoir dans quelques temps un plan enrichi de toutes vos contributions. Après la table ronde consacrée à la transformation des entreprises par le numérique et le rôle des fréquences, la matinée sera conclue par Jean-Pierre Lepester, qui est notre président du conseil d'administration. C'est l'endroit un peu mystérieux, mais tout de même très, très ouvert, dans lequel on entérine régulièrement, plusieurs fois par an, l'organisation du spectre. Et je le remercie pour son engagement dans nos travaux internationaux, en plus du pilotage, naturellement, de notre conseil d'administration. Et puis, je tiens aussi à remercier Amélie Charnet, qui est journaliste high-tech à 01.net. C'est un support de référence pour toutes nos activités, puisque les fréquences, c'est aussi un sujet technique, et lui dire toute ma reconnaissance pour avoir accepté d'animer cette conférence. Je laisse maintenant la place à nos invités. Je les remercie encore pour leur participation. Je voudrais également remercier chacun d'entre vous pour votre présence ce matin au Centre Mendès France, et aussi saluer ceux qui, en ligne, peuvent suivre nos débats en streaming, parce que cette salle, qui pourtant est pleine, est complétée d'une salle
virtuelle dans laquelle d'autres personnes, à Bruxelles, je le sais, regardent et écoutent ce que nous disons. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une matinée pleine d'innovation et de fructueux débats. Je vous remercie. Alors, comme vous l'a dit Gilles Brégan, malheureusement, nous n'accueillerons pas Axel Lemaire ce matin. Alors, on est au regret de déplorer son absence, mais nous nous consolerons en nous disant qu'on aura un petit peu plus de temps pour débattre lors des tables rondes. Et maintenant, je vais passer la parole à François Rancy. Donc, François, vous êtes directeur du bureau des radiocommunications de l'UIT. Depuis 2010, vous avez été élu 2 fois, mais vous avez aussi été à la tête de la NFR. Donc, vous êtes considéré comme l'un des experts mondiaux de la gestion du spectre. Alors, maintenant, vous allez nous parler un petit peu du futur cadre mondial de la 5G. Donc, je vous invite à venir sur scène. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. C'est un plaisir de venir à Paris chaque année à l'aimable invitation de Gilles Brégan pour discuter avec vous du futur des fréquences. Alors, le cadre mondial pour la 5G, d'abord, ce n'est pas le cadre futur, c'est en fait un cadre qui a été mis en place depuis déjà pas mal de temps et qu'on s'emploie à perfectionner. La raison, c'est que les fréquences pour la 5G, ce qui est l'objet de la discussion aujourd'hui, c'est un espace de spectre qui va devoir répondre aux besoins de la 5G. Et ces fréquences, ce n'est pas seulement demain qu'il faut les trouver, c'est qu'il fallait, compte tenu du temps pour mettre à disposition ces fréquences dans chaque pays, il fallait trouver ces fréquences depuis longtemps. Et donc, l'espace de fréquences pour la 5G, ce sera d'abord les fréquences qui ont été identifiées depuis la CMR 2007 par l'UIT, donc à savoir la bande C, donc la bande 3,438 probablement en Europe, c'est ce que Phil Marnick nous expliquera dans les options prises par le LSPG. Ce sera aussi la bande des 700 MHz qui a été identifiée pour cette région à la CMR 2015, mais qui était dans l'air en fait depuis la CMR 2012, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc tout ceci pour dire qu'il y a un continuum dans les décisions de l'UIT sur le spectre qui font que chaque pays pourra mettre à disposition du spectre supplémentaire parce que les conférences mondiales de l'UIT ont pris des décisions depuis déjà quelques années, donc depuis 2007, pour que ce spectre puisse devenir disponible. Alors, il est clair que le spectre dans la bande 700 MHz qui va servir pour faire de la couverture et donc rendre les services 5G encore plus disponibles, encore plus couvrants que ce qu'on a aujourd'hui pour la 4G et la 3G. S'ajoutera également donc la bande C 3438, bande qui est déjà plus difficile pour faire de la couverture, mais quand même permet d'en faire relativement confortablement. Et puis, il faudra des bandes pour satisfaire les énormes besoins en capacité, notamment en zone urbaine. Et ces bandes font actuellement l'objet d'études et elles seront discutées pour une attribution et une identification pour les services mobiles internationaux, les IMT, lors de la CMR 19. Alors, ces bandes se situent toutes au-dessus de 24 GHz et elles montent jusqu'à 86 GHz, donc il s'agit d'une quantité de spectre tout à fait considérable, puisque lorsqu'on parle des bandes autour de 66 ou 86 GHz, ça représente pour chacune de l'ordre de 10 GHz de spectre supplémentaire. Alors, ça ne veut pas dire que tout le spectre qui est actuellement à l'étude sera effectivement identifié et attribué par la CMR 2019, mais si on regarde ne serait-ce qu'une de ces bandes,
il y en a une bonne douzaine. Chacune d'elles représente au minimum 1, 2 ou 10 GHz de bande, c'est-à-dire jusqu'à 5 ou 10 fois la quantité de spectre qui est aujourd'hui disponible pour la 3G et la 4G. Donc c'est quelque chose d'assez énorme, mais évidemment il y a un mais à cela, c'est que c'est dans des bandes qui sont relativement élevées, plus élevées que le 24 GHz, et donc si vous comparez aux bandes de la 3G qui sont à 2 GHz, ça représente une portée pour les stations de base qui est de l'ordre de 10 fois plus faible que ce que nous avons pour la 3G, donc c'est véritablement pour des très petites cellules, et donc certainement pas, il faut faire de la couverture. Donc tout ça pour redire que la couverture, donc le surplus de couverture qui sera réalisé par la 5G, ça va venir des bandes basses, le 700 et le 3,4 giga, et la capacité va venir des bandes plus élevées, les bandes millimétriques au-delà de 24 GHz. Alors ça, c'est la partie, je dirais, ce que fait l'UIT pour fixer le cadre international du spectre qui sera utilisable pour la 5G. Donc une partie déjà attribuée, une qui reste à faire à la CMR 2019. Et donc ça représente ce qui est l'objet de la conférence mondiale de 2019 et des conférences qui a été l'objet des conférences passées. C'est le rôle réglementaire de l'UIT. Mais à ce rôle réglementaire, il convient d'ajouter le rôle d'organisme de normalisation, et c'est le travail qui est fait au sein de la commission d'études 5 du secteur radio de l'UIT, l'UITR, et ce travail vise en fait à définir ce qu'est la 5G. Alors, on parle beaucoup en ce moment, depuis 1 ou 2 ans, de ce que doit être la 5G, de ce qu'elle va apporter. Et la raison qu'on en parle beaucoup, c'est qu'il y a un calendrier qui a été établi par l'UIT à l'occasion d'ailleurs de l'Assemblée radio de 2015, il y a un peu plus d'1 an. Et ce calendrier vise à adopter au niveau mondial une définition de ce qu'est la 5G, c'est-à-dire ce qu'on appelle requirements, donc des besoins en termes de ce que doit faire la 5G. Qu'est-ce qu'on attend que la 5G réalise en termes de capacité, en termes de rapidité, en termes de temps de réponse, de temps de latence du réseau, en termes de traitement d'un plus grand nombre de communications, et en termes également de satisfaire les besoins machine vers machine. Donc la 5G, c'est quelque chose qui vise à englober non seulement tout ce qui est fait par la 3G et la 4G, mais avec des performances très supérieures, également en termes, comme je disais, de couverture, de disponibilité, de qualité de service, mais c'est aussi quelque chose qui vise à aller plus loin, donc satisfaire l'Internet des objets, et donc, d'une certaine manière, une vision presque totalitaire, je dirais, d'englober toutes les activités humaines qui peuvent être numérisées pour mettre ces données à disposition de façon instantanée. Donc c'est quelque chose évidemment de très ambitieux, et le calendrier de l'UIT vise à définir ce que sera la 5G en octobre de l'année prochaine, octobre 2017. Donc c'est pour cela que tous les centres de recherche, toutes les universités, les opérateurs, les industriels qui travaillent sur la 5G nous en parlent beaucoup, parce que il y a, je dirais, une agitation extraordinaire, de façon à ce que, au mois d'octobre de l'année prochaine, lorsque la commission 5 de l'UITR décidera de ce que doit être la 5G, eh bien, chacun ait pu dire son mot, parce qu'évidemment, quand on décide cela, on décide aussi indirectement, d'une certaine manière, de quelles seront les technologies qui seront là, ou quelles sont celles qui ne seront pas là, finalement, pas capables de satisfaire ces besoins. Donc, octobre 2017, c'est la première étape. À cette époque-là, on aura également adopté les critères de décision
d'évaluation des propositions de normes qui vont être faites pour satisfaire les besoins dont j'ai parlé. Donc à partir d'octobre 2017, on va dérouler un appel à candidature pour les normes qui vont satisfaire ces besoins. Et le choix final des spécifications et des normes qui pourront satisfaire ces besoins se fera à la fin 2019, après que la CMR 2019 ait décidé des bandes de fréquences qui seront effectivement ajoutées ou ajoutables dans l'escarcelle de la 5G. Alors, je voulais aussi préciser que ce qu'on appelle 5G à l'UIT, c'est IMT 2020. On essaye d'être un petit peu distinct de la nomenclature un peu commerciale, parce qu'on a vu à l'occasion de la 4G que si on commence à parler de XG à l'UIT, très vite, on a sur le marché quelque chose qui prétend avec la XG. Et donc, on préfère avoir séparé un petit peu ces variables. L'UIT, encore une fois, travaille un peu plus sur le long terme que les opérateurs qui sont un petit peu le nez dans le guidon, bien souvent, et cherchent à vendre leurs offres de services comme étant évidemment le nec plus ultra des avancées technologique. Donc, voilà où nous en sommes actuellement pour spécifier ce que sera la 5G d'une part, quelles seront les technologies qui vont satisfaire cela. Très rapidement, les technologies, vous les connaissez sans doute. Il s'agit bien sûr d'abord d'utiliser le spectre beaucoup plus efficacement pour arriver à répondre aux besoins, notamment en capacité. Donc ce sera d'abord des réutilisations de fréquences plus importantes, donc à travers l'utilisation massive des antennes MIMO, c'est-à-dire des antennes multispot qui se reconfigurent en temps réel et suivent le trafic là où il se manifeste. Ce sera l'utilisation de systèmes de codage des données, de systèmes d'accès, de systèmes de modulation encore plus évolués que ce que nous avons aujourd'hui, qui permettent là aussi une utilisation plus efficace du spectre. Et ce sera aussi ce qu'on appelle les C-RAN. Alors c'est pas en C, c'est en C à l'envers, c'est pour ça que je m'en rappelle. C'est le Cloud RAN, c'est-à-dire le réseau d'accès dans les nuages. Alors il faut bien s'entendre sur quoi ce que cela signifie. Ça veut dire qu'en fait, le signal qui est reçu ou envoyé par la station de base ne sera pas nécessairement travaillé comme il l'est actuellement, c'est-à-dire démodulé, décodé, remis sous forme de train de données vers le reste du réseau, mais pourrait être carrément envoyé, toujours sous la forme de radiofréquence, vers un peu plus loin dans le réseau, vers des centres de calcul plus puissants, de façon à traiter en même temps l'ensemble des données, y compris la modulation, le codage et l'accès. Alors on voit évidemment l'avantage de faire ça, c'est les économies d'échelle sur les capacités de calcul, donc ça peut représenter des économies importantes pour les opérateurs. D'un autre côté, évidemment ça rallonge le temps de réaction du réseau, ce qu'on appelle le temps de latence. Ça veut dire aussi qu'on ramène vers le réseau une quantité énorme de données, et donc cela a un coût aussi. Donc on sent bien que ça ne sera pas tout le traitement reporté vers le cœur du réseau ou vers ce qu'on appelle le cloud, mais quelque chose d'intermédiaire où il y aura cette technologie utilisée là où ça apportera effectivement un plus. Donc voilà en gros les technologies qu'on attend, et ce qu'on attend des spécifications de la 5G, c'est qu'elles spécifient de quelle manière tout cela va fonctionner. Alors, je pense personnellement qu'on ne va pas faire tout ça d'un seul coup, parce que ça serait un changement énorme, et donc on va voir des spécifications, des mises à jour de spécifications qui peu à peu vont intégrer ces données, et les organismes de normalisation qui essayent donc de préparer leurs réponses pour l'appel à candidature qui sera fait par l'UITR au mois d'octobre l'année prochaine, comme le 3GPP,
sont en train de phosphorer sur ces aspects-là, savoir qu'est-ce qui va être possible de spécifier pour octobre 2017, qu'est-ce qui sera possible de spécifier à la fin de 2019. Donc voilà un petit peu comment les choses vont se passer du côté de la norme. Du côté de fréquence, je voudrais ajouter une chose qui est importante parce qu'on a beaucoup entendu parler à la fin de la CMR 2015 de certains pays qui auraient aimé que soient mises à l'étude des bandes supplémentaires, notamment à 28 GHz. Et la décision de la CMR 2015, ça a été de dire non, ces bandes, il n'est pas question de les étudier pour une bonne raison, c'est qu'il y a des services à satellite importants dedans. Et donc, on ne va pas créer de l'incertitude pour l'industrie des satellites. Et donc détruire de la valeur pour reconstruire éventuellement plus tard. Alors, cette décision a été prise par consensus à la CMR 2015. Il y a eu, je dirais, des réserves, des expressions de regret, mais ça a été accepté. Et donc, ce qu'on voit se dessiner, c'est que les États-Unis, le Japon et la Corée, probablement, vont quand même ouvrir cette bande dans leur propre pays, mais cette bande ne sera très certainement pas une bande harmonisée mondialement. Alors, je pense qu'on voit ici se dessiner une façon pour les pays qui veulent plus vite que l'harmonisation mondiale, se dessiner ce que sera le futur. Je pense qu'il y aura une harmonisation mondiale qui est celle décidée par l'UIT et qui est adoptée par l'écrasante majorité des pays, je dirais par tous les pays, mais en plus de cette harmonisation, certains pays ou certains groupes de pays vont mettre à disposition un petit peu plus de spectre qui, très probablement, pourra se raccrocher au wagon de la normalisation internationale en étant dans des bandes qui sont juste à côté ou pas très loin, de façon à ce que les équipements puissent être faits, tout en bénéficiant des développements faits au niveau du marché mondial. Donc, de ce point de vue-là, ce qu'on est en train de voir dans la préparation de la CMR 2019, c'est que la proposition européenne d'identifier en 2019 la bande 24 à 26 GHz est en train d'avancer, d'avoir de l'appui, de recevoir de l'appui d'autres régions. Mais en même temps, il y aura d'autres bandes qui ne seront pas harmonisées mondialement, mais qui pourront être utilisées par certains pays. Donc le 28 GHz aux États-Unis, au Japon, en Corée. Le 3,6, 3,8 GHz dans l'Union européenne. Ce n'est pas non plus une bande harmonisée mondialement. Elle a été rejetée à la CMR 2015 également sur la base du fait qu'il y a des utilisations satellites importantes dans cette bande et donc il ne s'agit pas de détruire de la valeur. Et je pense que ça donne un petit peu la vision de ce que va être le spectre au niveau mondial, des bandes harmonisées mondialement et des bandes qui, dans certains pays, pourront être utilisées dès lors que ça ne gêne pas les industries qui utilisent également ces bandes. Voilà un petit peu esquisser brièvement quel est le cadre qui est en train de fixer ou qu'a déjà fixé pour une bonne partie l'UIT, son secteur des radiocommunications, pour à la fois définir la 5G et la normaliser et lui offrir la quantité de spectre qui est nécessaire à son développement sans pour autant mettre en péril les autres industries des radiocommunications que vous représentez, vous tous ici aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention. Merci à François Rancy. Nous allons maintenant passer à la première table ronde de cette matinée, donc centrée sur la 5G. La 5G, quelles orientations privilégier pour quels besoins ? Donc, pour rappeler un petit peu le contexte, alors qu'on est toujours en train de déployer la 4G, les industriels et les acteurs du spectre se tournent déjà vers le futur standard qui va la remplacer progressivement, la 5G. Et avant même de la normaliser, il a fallu se poser la question des besoins auxquels elle doit répondre. Donc, on sait qu'il y a à peu près 3 scénarios aujourd'hui. Il va falloir pouvoir communiquer de façon de plus en plus performante. Il va falloir pouvoir connecter de plus en plus d'objets.
Et enfin, répondre à des besoins de certains secteurs industriels parfois critiques, comme les voitures connectées ou la télémédecine. Donc, pour répondre à tous ces enjeux, nous allons voir un petit peu aussi quelles seront les grandes orientations stratégiques et la place que peut occuper la France et l'Europe dans ce marché qui s'ouvre. Je vais inviter les premiers panélistes à me rejoindre sur scène. Donc, j'appelle Marie-Noëlle Gégaud-Lavessière, Ulrich Refus, Stéphane Piot, Bernard Barani et Georges Karam. Alors, je vous invite dès maintenant à prendre des micros que vous allez pouvoir vous partager. Alors, au cours de cette table ronde sur la 5G, on a déterminé plusieurs thèmes et j'aimerais beaucoup qu'on commence par les usages, à la fois pour le grand public et les entreprises. Et comme nous avons la chance d'avoir Marie-Noëlle Gégaud-Lavessière qui représente l'opérateur Orange avec nous, donc je vais rappeler votre titre. Vous êtes directrice exécutive marketing, technologie et innovation chez Orange. Et donc j'aimerais que vous nous dressiez un petit peu un tableau des usages qu'on peut attendre à la fois au niveau des entreprises et des grands publics de la 5G. Bonjour à tous. Donc effectivement, on fait beaucoup de technologies push, mais l'idée c'est de savoir ce que le marché va attendre, ce que nos utilisateurs vont demander. Alors on essaie de se projeter évidemment le plus loin possible, même si on regarde les usages à l'aune de ce qu'on voit aujourd'hui. Donc il y a trois caractéristiques, hein, vous l'avez dit. Il y a effectivement la capacité à avoir de la vitesse, des débits importants, la capacité à être scalable, à pouvoir avoir des économies d'échelle et de l'IoT partout. Et puis le troisième point, c'est la sécurité et la disponibilité pour certains usages. Sur la vitesse, je pense que tout va être tiré par l'image et le fait qu'on a de la vidéo partout de plus en plus. On a de la 4K, on a de la 8K qui arrive, de la réalité augmentée. Et chacun d'entre nous, dans son téléphone mobile, va avoir à l'horizon 2020-2025 la capacité à aller suivre en direct un plan avec des choses qui sont très détaillées, du push d'informations qui va arriver en même temps. Et donc on va avoir finalement une capacité à avoir un lien très fort entre ce qu'on va avoir sur notre smartphone et le réel, hein, qui est extrêmement plus puissant que les schémas qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc il y aura une immersion dans l'image. Et pour faire cette immersion dans l'image, on a besoin effectivement de débit qui est absolument colossal partout. Sur le second sujet, l'Internet des objets, on le voit beaucoup aujourd'hui dans le monde B2B, parce qu'il est beaucoup plus mature, hein, et que l'on voit arriver sur les smart cities, sur la smart agriculture, sur beaucoup de sujets sur lesquels il décolle. Aujourd'hui, on a encore assez peu de maturité sur l'IoT dans le monde grand public. On est encore orienté sur j'ai un objet, une appli, c'est data. Donc c'est des objets isolés. Hein, mais on rentre aussi dans des logiques de service dans lesquelles les objets vont se parler entre eux. On va avoir la maison connectée, on va avoir mon moi augmenté avec beaucoup de choses. Et là, c'est un peu plus prospectif. Et puis, on va avoir dans le monde aussi, sans doute plus B2B au démarrage, vous l'avez dit, l'automobile, la télémédecine, des usages sur lesquels on va avoir besoin de garanties absolument péremptoires, de débit, de latence. Voilà. Donc on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous n'arrivons pas à faire, des services qui n'existent pas et qu'on va pouvoir délivrer à partir de 2020. Merci. J'ai envie de rebondir avec Georges Karam. Donc, vous êtes président de l'AFNUM, l'Alliance française des industriels du numérique, mais aussi président de Sequans. Donc, qu'est-ce que ça évoque pour vous, d'un point de vue industriel, ces usages de la 5G ? Effectivement, donc on a parlé de ces trois usages, et puis moi, ce que j'aimerais bien un peu les placer par rapport là où on est un petit peu. On a vu un peu l'évolution un peu de réseau quand on a passé de 2G à 3G, et puis je dirais on a mis beaucoup de temps pour avoir le 3G qui est déployé, utilisé, etc. Parce que les applications, les killer apps, ils ont mis du temps à venir et la technologie elle a mis du temps à maturer.
Il y a eu la 4G aujourd'hui, donc évidemment qui a été beaucoup plus rapide d'ailleurs. C'était un peu une surprise, l'adoption de la 4G ou bien le développement des services autour de ça. Et là, on passe à la 5G, effectivement, poussé par un axe qui est très important, qui est le débit. Tout ce qui est, je dirais, autour de la réalité augmentée ou tout ce qui est des débits vidéo, auxquels il faut vraiment associer très particulièrement, pas seulement le débit, mais la latence. Parce qu'évidemment, si on a une réactivité avec une augmentation augmentée qui n'est pas très rapide, ça pose un problème. Et en fait, j'ai envie de dire que les deux autres aspects qui sont, par exemple, les massive IoT, qui sont les objets connectés massifs, en fait, leur connexion. Aujourd'hui, quand on voit tout ça, par rapport à là où on voit que l'urgence numéro 1, c'est essentiellement sur l'axe débit. C'est ce qu'on voit un peu les industriels pousser beaucoup plus là-dessus, je dirais un peu dans toutes les propositions de standardisation, etc. Donc, on va voir surtout l'axe débit qui va se développer le plus vite possible avec les Massive MIMO, avec le développement, avec les bandes de fréquences nouvelles, l'architecture de réseau qui se développe pour vraiment supporter ces débits qui sont grands. Sur les objets connectés, on a actuellement, comme vous le savez, dans la 4G, une première poussée qui vient avec des technologies telles que le 4M1, NB1, donc des technologies qui n'ont pas encore vu le jour aujourd'hui. Donc les réseaux vont commencer à voir le jour début 2017, en fait, aux États-Unis, et ça va se développer jusqu'à fin 2017 en Europe. J'aurais tendance à dire c'est mis un peu en deuxième priorité pour l'étendre un peu plus, même si la problématique reste la même. Et il y a une problématique d'ailleurs qui dit des objets massifs. On peut se poser la question, est-ce que le cloud, il va rester tel qu'il est, ou on va avoir des clouds distribués? Est-ce qu'on va avoir le cloud plus proche de nous de temps en temps pour traiter des choses urgentes, etc. Et puis des clouds de revenir à des clouds à hiérarchie, si j'ose dire, là-dedans. Et le dernier aspect un peu qui est l'aspect critique en fait, des missions, donc que ce soit tiré évidemment par les machine to machine ou bien machine to anything, en fait le V2X, qui peut être poussé, qui est aujourd'hui, on a des expériences 4G qui se font, et c'est encore, je dirais, il y a des premières releases qui sortent en 4G, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc si j'ose dire, la 5G, même si on va partir dans des spécifications, ça a été dit d'ailleurs qu'en fin 2017, on va pousser pour avoir quelque chose de point de vue spécification. Mais ça va mettre du temps jusqu'à 2019, accompagné par ce qui se fait aujourd'hui sur le 4G. Et moi, je suis un peu curieux de voir comment ça va se faire le lien entre le 4G et le 5G, je dirais, le passage de la 4G actuelle au 5G. Avec évidemment des disparitions du réseau, du 2G, parce que comme on va avoir une saturation de fréquences, on va aller les chercher un peu partout pour les rendre un peu plus efficaces. Donc, disparition de 2G, on peut imaginer une disparition de la 3G, finir dans des réseaux qui sont 4G, 5G. Donc, voilà un peu les aspects un peu implémentation ou déploiement avec les priorités de ces usages et l'impact industriel dessus. Stéphane Piot, vous êtes partenaire et directeur du bureau français Analysis Mason. Est-ce que vous pourriez nous faire prendre un peu de perspective et, j'allais dire futuriste, voir un petit peu quel pourrait être le tableau des usages de la 5G en 2030, on va dire? Effectivement, on peut essayer. Peut-être déjà en préambule, je voudrais juste raconter une anecdote, celle de Philippe Tetlock, qui est un psychologue, un scientifique anglais, qui a écrit un livre en 2005 où il a analysé la pertinence de prévisions de nombreux experts dans leur domaine, basé sur plus de 20 ans de recherche et des milliers de prédictions. Sa conclusion, c'était que leurs prévisions étaient plus mauvaises qu'une estimation aléatoire de l'occurrence de ces différents événements. Voilà. Tout ça pour dire qu'il faut être assez humble quand on essaie de faire ces différentes prévisions, et c'est surtout évidemment moi que je pense quand je dis cela. Si on revient effectivement aux usages et puis à l'impact sur l'économie que peuvent avoir ces différents usages, déjà tout d'abord, d'un point de vue économique, quand on parle de l'impact sur l'économie, on peut séparer le surplus, ce qu'on appelle le surplus du consommateur, du surplus du producteur. Le surplus du consommateur consiste à regarder la différence entre le prix payé par le consommateur pour un certain bien et le prix qu'il aurait été prêt à payer pour ce même service. Par exemple, j'ai chez moi une connexion, on va dire, au débit que je paye 30 €. J'en fais une utilisation massive. Mes enfants aussi, je serais peut-être prêt à la payer 60 €. Donc j'ai vraiment une différence ici, il y a vraiment un surplus, mais c'est de l'argent virtuel. C'est une valeur assez virtuelle. On peut aussi distinguer donc le surplus du producteur, qui est la différence qu'un producteur va faire entre le profit qu'il fait avec ces
ces services-là est la meilleure alternative. Donc ici, on peut considérer, donc, dans le cas de la 5G, les profits incrémentaux que les opérateurs vont pouvoir réaliser avec l'utilisation de la 5G par rapport à la 4G. Il s'agit évidemment ici de la problématique de monétisation de la 5G. Et on peut essayer de regarder comment ce surplus du consommateur et du producteur, quand on fait la somme, on appelle ça le bien-être social, s'applique aux différents services qui sont envisageables pour la 5G, pour voir quel pourrait être l'impact pour la société. Je ne vais pas revenir sur effectivement les trois axes classiques, débit, latence et puis gestion de nombreux objets, mais on peut essayer de s'intéresser effectivement aux différents services et voir comment ce bien-être pour l'économie peut être amélioré avec ces différents services. En termes de débit, on peut considérer tout ce qui est divertissement en termes de mobilité. Alors, c'est assez difficile de trouver vraiment des services qui peuvent être vraiment utilisables pour la 5G parce que généralement, il faut trouver des services qui sont à la fois très gourmands en bande passante et en même temps sur lesquels vous êtes dans une situation de mobilité. Si on parle de télé très en grande définition, 8K, etc., vous êtes typiquement dans votre salon, c'est plutôt des technologies filaires ou des technologies Wi-Fi qui seront adaptées, pas forcément la 5G. Donc quand on se creuse un peu la tête, on peut trouver par contre des applications comme par exemple l'utilisation dans des voitures autonomes ou connectées. Alors ici, on n'est pas forcément de ceux qui pensent que la 5G sera d'une importance vitale pour le fonctionnement même de ces machines, parce qu'a priori, ce sera plutôt utilisé sur des senseurs et sur des capteurs dans tous les sens. Par contre, on va libérer du temps de cerveau disponible, si on peut dire, pour les gens qui seront les conducteurs, qui vont plus conduire ces voitures et qui auront 30-45 minutes de temps de trajet quotidien sur lesquels ils auront du temps qu'ils pourront utiliser sur des services de divertissement ou des jeux par ailleurs, avec des grands écrans, avec éventuellement une famille à l'arrière. Donc il y aura du multi-usage et tout ça, effectivement, ça va demander une bande passante assez importante. On peut penser à la réalité virtuelle, la réalité augmentée, effectivement aussi j'y crois beaucoup, tous ces environnements très, très immersifs. J'ai vu que c'était eBay qui avait fait un prototype sur un centre commercial virtuel. Donc ça peut être assez intéressant, j'imagine qu'Amazon y travaille aussi. Il y a quelques jours, j'étais en train de faire mes achats de Noël comme ça sur Internet, puis j'ai un petit pop-up qui est arrivé avec un téléconseiller. On peut imaginer que demain, on sera dans un environnement virtuel et puis il y aura quelqu'un qui viendra, vous pourrez voir les objets, les manipuler. Donc tous ces services-là seront très intéressants. Des services holographiques, des services de partage de vidéos ou de photos dans des stades ou des concerts. Alors c'est un use case qui est assez intéressant parce qu'on est typiquement sur un caractère éphémère des stades sur lesquels il y a besoin d'une bande passante très importante et sur des densités de connexion aussi qui sont très importantes. Voilà, et puis on reviendra peut-être tout à l'heure sur tout ce qui est objet connecté, sur tout ce qui est aussi sur la latence, tout ce qui est services de traduction automatique ou en tout cas quasi instantané, ou des services de réseau de sécurité et de protection civile tels que l'e-santé par exemple. On peut imaginer des cas où une ambulance viendra secourir quelqu'un et aura accès automatiquement quasi instantanément à un des meilleurs spécialistes qui pourra éventuellement même faire des liens chirurgicaux à distance. Donc sur tous ces services-là, on peut imaginer qu'il y a véritablement un surplus, si je reviens à mes principes un peu économiques, il y a vraiment un surplus pour le consommateur, il y a un véritable avancé, il y a des avantages pour le consommateur. Après, la question de la monétisation de la 5G pour les opérateurs est une vraie question. On peut constater que la monétisation de la 4G par rapport à la 3G n'a pas forcément été un succès. Ça a été en tout cas difficile. Mais je serais quand même assez optimiste sur cet aspect-là parce que la 4G, quelque part, c'était vraiment des fois présenté comme de la super 3G. Alors que la 5G, a priori, viendra vraiment en complément de la 4G. Sur des services qui sont différents. Et je pense que plus on arrivera à séparer les usages 5G de ceux qu'on peut avoir avec la 4G, éventuellement même avec des devices, des équipements séparés, plus les opérateurs pourront monétiser ces différents services. Voilà, peut-être juste mentionner également une étude de la Commission européenne qui a pris, elle, un champ beaucoup plus large qui s'intéresse aux bénéfices directs mais également indirects tels que l'augmentation de la productivité, la baisse des embouteillages, ce genre de choses, qui a publié une étude il y a quelques mois. Avant de citer les chiffres qui sont mentionnés dans cette étude, peut-être quelques mots de précaution. Ce rapport apparemment est basé sur un scénario parfait si l'Europe peut maximiser les bénéfices de la 5G. Donc là, je cite ce qui est dit dans le rapport. Pour autant, les hypothèses sont censées être conservatrices. Donc ça me paraît un peu paradoxal, mais voilà, on peut passer sur ce point. Toujours est-il que les bénéfices qui sont mentionnés sont de l'ordre de plus de 100 milliards d'euros par an. C'est évidemment colossal. Ça représente près de 1% du PIB de l'ensemble de l'Europe. Voilà. Je suis personnellement
un peu sceptique sur ces estimations. Il n'en reste pas moins que même si on divise par 10 ces montants-là et qu'on est simplement, uniquement, j'allais dire, sur quelques milliards, quelques dizaines de milliards d'impact par an, c'est colossal. Voilà. Pour conclure, sur ce point, je dirais que ce qui est clair, c'est que pour l'instant, rien n'est clair. Si ce n'est que l'usage qu'on aura dans 15 ans n'aura probablement rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Si on se projette un petit peu en arrière, il y a 10 ans, les smartphones n'existaient pas. L'iPhone a été inventé en 2007, elle est sortie par Apple en 2007. Voilà, donc dans 15 ans, je pense qu'on aura vraiment des usages qui sont complètement différents. Maintenant, voilà, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je crois beaucoup à tous ces services de réalité virtuelle qui ont de nombreuses applications, tant sur le santé et le loisir que pour les services professionnels. Merci. Alors, vous avez justement mentionné la Commission européenne. Il se trouve qu'on a parmi nous Bernard Barani, qui est le chef par intérim de l'unité Système de connectivité du futur de la DG Connect de la Commission européenne. Donc, vous allez pouvoir nous rappeler quels sont les objectifs en matière de politique publique. Et on a hâte d'avoir votre point de vue sur la question. Merci beaucoup et bonjour à tous et merci beaucoup à la NFR d'avoir invité un représentant de la Commission pour partager avec vous ce qu'on fait, les travaux qu'on essaye de mettre en place sur la 5G au niveau de Bruxelles. C'est un chantier très important, c'est considéré comme une des priorités de la Commission aujourd'hui dans le numérique par les commissaires et je pense que ça a été rappelé par le président Juncker lorsqu'il a fait son speech le 14 septembre. Donc c'est un sujet qui pour nous tient beaucoup à cœur. En termes de politique publique et de leur relation avec la 5G, je pense qu'on pourrait identifier beaucoup de politiques publiques qui sont en relation avec la 5G. Moi, je vais essayer d'en tirer 3 axes. Le premier axe, c'est celui de la disponibilité et de la perméabilité du très haut débit en Europe. Donc, ce n'est pas une politique nouvelle, elle a déjà été mise en place par la précédente commission qui avait fixé des objectifs au niveau de l'agenda numérique pour l'Europe, de disponibilité de 100 mégabits pour au moins 50% des foyers à horizon 2020. Donc ça, c'était un premier objectif qu'on avait fixé il y a déjà quelques années. Plus récemment, dans le cadre de la publication et de la présentation de ce qu'on appelle à Bruxelles le paquet connectivité qui a été présenté le 14 septembre, donc qui inclut une proposition pour un nouveau règlement, nouvelle réglementation dans le domaine des télécoms, mais aussi une communication sur le futur de la connectivité en Europe et aussi une communication sur la 5G, plus quelque chose sur le Wi-Fi, mais enfin je passerai là-dessus, ça ira trop loin. Dans ce paquet, on a identifié des ambitions et des objectifs renouvelés pour l'Europe qui sont à terme de disposer de connectivité de type gigabit par seconde pour l'Europe à horizon 2025, avec un certain nombre, disons, d'étapes consistant à essayer de connecter d'abord ou de favoriser ce type de connectivité au niveau d'intervenants de type public, c'est-à-dire des écoles, des hôpitaux, des administrations publiques qui pourraient tirer le marché dans une première vague. Donc dans le cadre de ce paquet connectivité, c'est clair que la 5G a un rôle à jouer. Le deuxième axe de politique publique qu'on voit extrêmement important, c'est tout ce qui est numérisation de l'industrie. Alors la Commission actuelle a proposé une initiative qui, de notre point de vue, est assez ambitieuse, qui s'appelle le DSM, le marché unique numérique. Le marché unique numérique a 3 piliers, donc je ne vais pas m'attarder sur les 3 piliers du marché unique numérique, mais le troisième pilier correspond plus ou moins à une vision qui est plus politique industrielle et qui correspond à la favorisation de la diffusion des technologies numériques dans les écosystèmes, dans l'économie, et pour essayer de favoriser ou de catalyser la numérisation d'un certain nombre de secteurs industriels pour profiter de nouveaux plans d'affaires, de nouveaux business models et de nouvelles opportunités de croissance. Donc, dans le cadre de cette numérisation de l'industrie, donc ça a fait l'objet, encore une fois, d'une communication de la Commission en avril cette année, dans lequel on compte mobiliser environ 50 milliards d'euros d'investissement en Europe, et pour aussi tirer des synergies de ce qui existe déjà au niveau des États membres, c'est-à-dire que ce soit l'usine du futur en France ou Industrie 4.0 en Allemagne. Donc on va essayer de s'appuyer sur des initiatives existantes au niveau des États membres pour catalyser la diffusion du numérique dans un certain nombre de secteurs.
Et le troisième objectif de politique publique, c'est tout ce qui est fracture numérique, je dirais, et la possibilité pour toutes les zones, toutes les régions, tous les individus en Europe d'avoir accès aux technologies les plus modernes et aux réseaux les plus modernes. Alors, dans le cadre de ces trois types de politiques, quels sont les impacts en termes de choix technologiques de la 5G? Alors, il est clair que le très haut débit, ça va vraiment dans le sens des développements qui ont été rappelés déjà par les présentateurs précédents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau des organismes de normalisation, on voit qu'il y a une poussée très forte pour développer la composante très haut débit de la 5G, qui est aussi mirorisée, je ne sais pas comment on dit ça en français, qui est aussi réfléchie par les discussions qu'il y a au niveau du spectre pour essayer de définir des bandes de fréquences dans le millimétrique pour permettre justement ces usages extrêmement haut débit. Donc là, il y a une convergence des objectifs entre les standards, le spectre et disons des objectifs de politique publique. Au niveau de la numérisation de l'industrie, c'est là où, à notre avis, on est sur un aspect qui est un petit peu passé sous silence et qui n'est pas aussi développé aujourd'hui que l'aspect très haut débit. Aujourd'hui, quand on parle de 5G, on a tendance à penser super haute vitesse, nouvel accès radio, nouvelle technologie radio, nouvelle technologie dans l'accès radio. De notre point de vue, si on veut réellement réaliser des écosystèmes numériques innovants dans des domaines comme la santé, comme l'automobile, comme l'usine du futur, en tirant bien sûr bénéfice des caractéristiques qui ont été définies sur la 5G, c'est-à-dire le temps de latence, ce genre de choses, il faut aussi regarder une refonte importante du cœur de réseau pour faire en sorte que ce qu'on appelle, c'est toute la problématique liée à la virtualisation des réseaux et l'émergence des technologies logicielles dans les réseaux, de telle manière qu'on puisse créer des écosystèmes crédibles auprès des industries verticales. Ce que veulent les industries verticales, c'est contrôler leurs ressources. Et pour contrôler leurs ressources, il faut qu'elles aient un accès vraiment clair et bien défini aux ressources qui sont mises à disposition des utilisateurs dans le réseau. Et là, on passe dans une logique qui est plus B2C vers une logique qui est plus B2B, qui potentiellement permet de trouver des relais de croissance dans le secteur des télécoms. Ça, c'est quelque chose auquel nous, on croit beaucoup. Et c'est quelque chose sur lequel on s'appuie énormément pour soutenir nos initiatives industrielles, que ce soit en recherche ou que ce soit dans d'autres domaines, en réglementation. Et le troisième sujet, qui est l'aspect ubiquitaire, quel type de technologie ça pousse? Alors ça pousse peut-être quelque chose qui est un petit peu moins visible, encore une fois, aujourd'hui dans la discussion 5G. C'est peut-être, alors ça a un aspect évidemment bande de fréquence, parce que les bandes de fréquence inférieures seront plus faciles pour couvrir des territoires importants, mais on pense aussi que le satellite a potentiellement un rôle à jouer, et nous on aimerait bien que la discussion aussi englobe la dimension satellitaire dans les développements de la 5G pour le futur, tout en sachant que ça pose énormément de problèmes et de questions, notamment au niveau des bandes de fréquences. Mais c'est un aspect des choses qu'on considère comme important à analyser et à pousser plus avant. Alors, je pense que vous confirmerez si je dis que la Commission européenne pousse pour que la 5G soit commercialisée dès 2020. Oui, alors là, vous faites allusion au plan d'action qu'on a mis dans le paquet du 14 septembre. Donc, ce qu'on a dans le plan d'action, c'est 3 phases. C'est une première phase, essayer de mettre en place des conditions cadres pour qu'on puisse avoir des premiers déploiements 5G en 2018. Ça, c'est une première étape dans ce plan d'action. La deuxième étape, c'est de travailler avec les États membres pour faire en sorte qu'on ait dans chaque État membre au moins une ville 5G en 2020, donc aller vers du déploiement à plus large échelle en 2020. Et la troisième étape qui est mentionnée dans ce plan d'action, mais je ne l'ai pas dit parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est le fait que dès 2025, on voudrait